Firmin Teko Agbo et David Baïna Diakbabi sont toujours avec nous. Baïni plutôt. David, excusez-moi. Vous imaginez, on se connaît déjà des années. Donc, vous n'allez jamais accepter que je massacre son nom. Vous massacrez son nom. Alors, Firmin, on parlait de Kakabe, je pense qu'on a achevé cela. On va parler également de Mamadou Touré, porte-parole adjoint du gouvernement qui garde son ministère, celui de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique. Donc, je l'ai dit, porte-parole du gouvernement. Ministre des Ressources animales, Yassidi Tiemoko Touré, l'ancien porte-parole du gouvernement, qui ne l'est plus. Et puis, ministre de la promotion de la bonne gouvernance, ça c'est important, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption. Il s'agit de Epiphane Zoro. Vous vous souvenez de ce nom? C'est lui qui avait donné la nationalité au président Alassane Ouattara dans les années 1996-1997, alors qu'il était dans le pétrole. Voilà, oui, il était un jeune magistrat. Sous Gbagbo. Non, bon, déjà c'est sous Bédié. C'était sous Bédié. Oufou était déjà mort. Oui, c'était sous Bédié. C'est Gbagbo qui lui a... Il est récompensé. Il est récompensé. C'est une récompense. Vous voyez, c'est l'histoire de l'ivoirité là qui a beaucoup plus détruit la Côte d'Ivoire. On devrait même absoudre cela pour voir ailleurs. C'est-à-dire cette histoire, il ne faut plus la sortir d'identité ou de tribalisme. Est-ce que c'est la nationalité ou bien une pièce? En tout cas, je me souviens. Oui, en tout cas, il est ivoirien, il est président de la Côte d'Ivoire. Mais est-ce que je dois terminer ce que je disais tout à l'heure? Oui, terminer. Je disais en réalité que celui... que les anciens présidents et les présidents en exercice se parlent sincèrement. Et aussi, il y a quelque chose de fondamental que je vais dire. C'est-à-dire que les gens arrêtent d'opposer Gbagbo et Ouattara. Ouais. Parce que Gbagbo n'est pas un saint. Excusez-moi, Gbagbo n'est pas un saint. C'est-à-dire, il faut que les Africains se disent, ah, Gbagbo a fait par le passé tout ça. Aujourd'hui, on l'a libéré, Dieu merci. Ouais. Et ça va permettre la réconciliation. Ça va permettre la réconciliation. Qu'on dise que Gbagbo, au nom du panafricanisme, tout ça. Gbagbo est panafricanisme en quoi? Gbagbo est panafricaniste en quoi? Vous imaginez, vous portez des vestes, vous parfumez en français. Ça dit tout ce que vous faites, la France. C'est-à-dire Gbagbo avait tout donné à la France. Le problème de Gbagbo, c'est que Gbagbo n'a pas été fortement un homme de réseau comme Ouattara. Ouais. Ouattara, le réseau de Ouattara, ça a été une guerre de réseau et de camps, ou de clans. Le réseau de Ouattara a terrassé le réseau de Gbagbo, c'est tout. Donc Gbagbo n'est pas sain en réalité. Pour que les gens disent, ou pour que les gens le déifient ou l'adulent. Aujourd'hui, si on veut dire qui ont tué les 3000 Ivoiriens. C'est le camp Gbagbo et le camp Ouattara. Et il y a Bédié aussi, puisque la coalition était à dos Bédié. Donc les trois sont responsables en réalité. Je me souviens encore de celui qui a envoyé le président Gbagbo à la CPI, c'était Joanno Aoussou, qui était du PDCI à l'époque. Il était ministre de la Justice. Voilà, regardez. Donc ça veut dire la responsabilité incombe à ces trois camps-là. Donc il faut éviter de les opposer maintenant. Surtout après 10 ans passés à la CPI, après ces années de guerre, il faut maintenant savoir que Gbagbo, cette histoire de panafricanisme-là, il faut l'oublier. Il faut penser à reconstruire la Côte d'Ivoire. Gbagbo n'est pas c'est un politicien. Si on vous montre peut-être tout ce que lui a eu à faire lorsqu'il était président, on parlait d'Abobo, des gens sont morts. Le marché d'Abobo bombardé. Oui, il y a les femmes du parti RDR, les hommes du RDR qui sont assassinés. Il y a eu assez de choses. Regardez, même, il y a toujours de l'ombre qui plane sur l'assassinat de Robert Gueye, de l'ancien président. Donc, il y a toujours toutes ces vérités qui ne sont pas encore sorties. Et puis, les gens vont défier Gbagbo. Un politicien n'est jamais saint. Gbagbo n'est pas un saint. Comme les deux autres également. Comme les deux autres également. Si on a reproché des choses à Ouattara, en ce qui concerne ce qui s'est passé en 2010-2011, on aura les mêmes choses à reprocher à Gbagbo et à Bédié. Donc, arrêtez d'opposer les gens, les Africains. Ouais. C'est-à-dire, les gens disent, oh, c'est un espoir pour l'Afrique. On a libéré Gbagbo et Blé Goudé, c'est un espoir pour l'Afrique. On a libéré Gbagbo et Blé Goudé. Les gens parlent d'espoir pour l'Afrique. Quel espoir pour l'Afrique? On a tué Kadhafi ici, dans ce monde, dans cette Afrique. Vous étiez où? On a descendu Hosni Moubarak du pouvoir. Vous étiez où? On a chassé Ben Ali du pouvoir. Vous étiez où, Africains? Gbagbo, la libération de Gbagbo, c'est devenu un sujet au panafricanisme. Les panafricanistes sortaient, faites ceci. Gbagbo n'est pas un saint en politique. C'est un politicien, et un politicien n'est pas un ange. David?
Non, Vous avez la parole, oui. il est trop emporté dans son développement, du coup, je n'ai plus rien à... Non, je ne trouve plus à redire. Ouais. Il était trop voilà. rentré dedans, quoi. Ouais, On a senti beaucoup plus de sentimentalisme dans son développement. Non, je crois qu'à un moment... Non, en fait, il a taclé les deux. Hein. Il a parlé C'est- du président c'est- Ado, il il faut a être parlé réaliste, également c'est ce que moi je du dis, président David. Gbagbo. Oui, le réalisme accepte aussi qu'on reconnaisse, en tout cas, qu'il y a une victoire de Gbagbo et de Blé Goudé sur la CPI. La CPI, Il ouais, faut c'est passer 10 années en prison dans cette cour. Et David, je vais poser une question. Est-ce la victoire de Gbagbo et Blé Goudé ou bien l'échec de la procureure Fatou Bensouda? C'est l'échec Parce de qu'elle toute n'a la pas CPI. apporté véritablement de preuves. Hein, C'est pour soutenir ce qu'elle a dit. C'est l'échec de toute la CPI. C'est pas seulement d'elle en tant que procureure, mais c'est de l'institution qu'elle incarne. C'est pas la première fois que des leaders politiques ont été envoyés à la CPI et qui ont été libérés. Hein. Vous vous rappelez du cas de Jean-Pierre Bemba aussi. Ouais. Et donc il faut revoir peut-être le fonctionnement de cette cour aussi et amener cette cour à aller regarder aussi de l'autre côté. On a vu des présidents français, des présidents américains qui ont fait des guerres dans d'autres pays. Le cas de George Bush en Irak, avec le cas de Sarkozy en Libye. Aujourd'hui, ces anciens présidents ont laissé ces pays dans des situations pas possibles. Ouais. Donc il ne faut pas que la CPI regarde seulement du côté de l'Afrique, mais qu'elle regarde aussi des autres côtés. Ouais. Il y a des choses auxquelles elle peut s'intéresser aussi. Voilà, avant qu'on aborde le Togo, vous permettez que j'ajoute quelque chose. David a parlé de la victoire de Blé Goudé et de Gbagbo. Moi, je ne parle pas de victoire. Vous savez, avec tout ce qui s'est passé, avec tout ce qu'ils ont vécu, moi, il y a juste le côté humain qui me touche. C'est-à-dire gâcher 10 années à des individus, voilà, à des responsables. Ce n'est pas des responsables politiques. On a l'impression qu'on les a effacés pour faire asseoir le régime du président Alassane Ouattara. C'est-à-dire, on les a écartés, on les a effacés. Ça, le côté humain me touche. Vous imaginez, moi, j'aborde la situation par rapport au côté humain. C'est-à-dire, c'est pas bien, en fait. Ça, je dénonce cela et je critique cela. Ça, je m'insurge contre cette attitude. Aller emprisonner des gens injustement. Maintenant, l'autre côté, c'est quoi? C'est pas une victoire. C'est parce que si Gbagbo et Blé Goudé ont été envoyés à la CPI, c'est parce que Sarkozy et la communauté internationale en ont décidé ainsi. Et maintenant, si on les sort aujourd'hui, c'est parce que la communauté internationale a encore décidé. A encore vu qu'il faudrait les libérer peut-être. Qu'il faudrait les libérer parce que le plan a déjà réussi. Le plan, c'était que Ouattara passe 10 ans à la tête de la Côte d'Ivoire. Donc, il a passé les 10 ans. Il est dans donc, vous pensez qu'il y a des négociations dans les couloirs actuellement entre le camp Gbagbo, le camp Bédié et le camp Ouattara? C'est la chose la plus normale. C'est le contraire qui m'étonnerait. Parce qu'il faut beaucoup négocier et maintenant interdire certaines choses à Gbagbo. C'est-à-dire, monsieur, avant que vous ne posiez vos pieds sur le sol ivoirien, il y a des choses que vous devez faire, des choses que vous ne devez pas faire. Ça, c'est obligatoire. Le contraire m'aurait étonné. Donc, ce n'est pas une question de victoire, c'est parce qu'il y a des gens ailleurs qui disent Gbagbo et Blé Goudé, enfermez-les. Aujourd'hui, 10 ans après, ils disent Gbagbo et Blé Goudé, il faut les faire sortir de prison. Ce n'est pas une question de victoire du droit. Parce que sur le plan droit ou sur le plan juridique, parce que c'est un procès même qui n'avait même pas sa raison d'être. Allez, on va donc parler du Togo. C'est Monseigneur Kpodjolo qui a détruit l'opposition togolaise. Et David Firmin, c'est Jean-Pierre Fabre, le leader de l'ANC, qui le dit. On sait déjà que les responsables de l'Alliance nationale pour le changement ont toujours du mal à digérer le soutien de Monseigneur Kpodjolo à Gabriel Kodjo Agbeomé lors de la dernière présidentielle. Le nom du prélat est sur toutes les lèvres et au centre des critiques. Les détracteurs de la DMK ne manquent pas d'occasion pour tirer à boulet rouge sur l'homme de Dieu. Et David, cette sortie du président de l'ANC, pourquoi cette sortie? C'est l'image d'un homme politique aigri. C'est la conséquence de la grosse déception qui a fait disparaître l'icône que Jean-Pierre Fabre représentait au sein de la classe politique togolaise. C'est une grosse déception de se voir dégringoler du haut, du sommet d'une maison à étage jusqu'en bas. Ça fait très mal et ça ne digère pas vite. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec Jean-Pierre Fabre. Et donc, de cet acabit, il faut l'exprimer? Moi,
j'aurais aimé lui poser une autre question. Si c'était celui que le soutien ou le choix de la DMK a été posé en 2020, est-ce que... Et si après les élections présidentielles, il se retrouve à la même position électorale que Agbeome, c'est-à-dire deuxième, est-ce qu'il tiendrait les mêmes discours? Fabre oublie très tôt. Il y a 10 ans, il avait porté le flambeau de l'opposition togolaise, où pendant 2 élections, il a été candidat. Le reliquat de ces 10 années qu'il a géré pour avoir été, comment ils appellent ça, chef de file de l'opposition, et pour avoir été candidat de l'ANC, et pour avoir réclamé même la victoire à la suite de ces 2 élections, le reliquat là est resté. Personne ne lui demande cela. Ni ces militants qui ne sont pas capables, qui ne sont pas assez courageux pour lui poser la question, sauf la fronde qui a été montée par les 9 militants dernièrement, ni ses amis de l'opposition avec qui il avait fait la compagnie dans le temps. Personne ne lui a posé cette question. Et donc, il aurait été plus honnête à Fabre de venir présenter ne serait-ce que le bilan de ces 10 années au cours desquelles lui, Fabre, a été porté à la présidence, aux différentes élections présidentielles, et pour avoir été aussi chef de file de l'opposition. Et arrêter de jeter du discrédit sur les autres. L'échec de l'opposition togolaise, ce n'est pas en 2020. C'est depuis très longtemps. Depuis la conférence nationale souveraine et après la conférence nationale souveraine. L'échec de l'opposition togolaise, c'est cette guerre-là qu'il y a entre elles. Cette guerre pour le leadership, cette incapacité à diriger et cette absence de responsabilité, ce refus d'imposer l'alternance à la tête de certaines formations politiques de l'opposition. C'est ça l'échec. Et on demande l'alternance à la tête du pays. Ce n'est pas Podro qui est sorti de nulle part en 2020. Son seul tort, c'est d'avoir porté son choix sur Agbeome. Et aujourd'hui, il reçoit des tirs de tous côtés. Je serai à la place de Jean-Pierre Fabre. J'aurais honte d'aborder ce sujet lorsque j'étais dans une émission au cours de laquelle cette question m'a été posée. Et j'aurais été assez courageux pour reconnaître que l'échec ou la destruction de l'opposition togolaise, c'est une responsabilité collective. Firmin, vous voyez cela aussi ainsi? Pardon, la position de Jean-Pierre Fabre m'étonne. Vous imaginez, j'ai 2 observations à faire. La première observation, vous savez, moi, Seigneur Podro, comme je le dis toujours, avant de parler de lui, c'est un homme de Dieu. Donc je respecte son Vous avez onction. un profond respect. J'ai un profond respect pour son onction. Et j'ai une forte admiration. Je ne suis pas catholique, mais j'ai eu une forte admiration pour son onction. Mais ici, je ne parle pas de l'homme de Dieu, mais je parle de l'homme politique. Ici. Donc, je peux me permettre de lui critiquer, comme je le veux. Parce qu'il a été une fois président de l'Assemblée nationale dans ce pays. Il a dit, au moment où on parlait de HCR au départ, il faisait partie des premiers à l'époque. Il a conduit la conférence nationale. Donc, je parle de l'homme politique. Je peux reprocher un certain nombre de choses à moi, Seigneur Podro, c'est-à-dire le fait d'avoir porté son choix sur Agbeome Kodjo, parce qu'en tant qu'homme de Dieu, il devait beaucoup plus avoir des positions conciliantes, rassembler les gens. Parce que Dieu est venu arrêter pour les pécheurs. Dieu est venu beaucoup plus rassembler. Jésus est venu beaucoup plus pour rassembler, pour ramener à la maison les brebis perdues. Mais quand vous suivez un peu les propos de Monseigneur Kodjo, c'est comme ceux qui sont au pouvoir sont du diable et ceux qui sont opposants sont des anges. Ce n'est pas bien. Alors que Jésus est venu beaucoup plus pour les pécheurs. Parce que les anges sont déjà acquis. Maintenant, je peux reprocher encore cette situation-là à Monseigneur Kodjo, qui peut-être, lorsqu'il se pointait un peu dans cette histoire de candidature unique à l'époque, où il flinguait beaucoup les Éric Dupuis et les Jean-Pierre Fabre. Ces propos-là n'ont pas été tellement courtois à l'endroit de ces responsables politiques. Voilà, c'est ça pour moi, ça s'arrête là. Maintenant, quand on dit c'est Monseigneur Podro qui a détruit l'opposition, moi je trouve ça grave. Grave.
Vous savez, si on veut Peut-être pas- irresponsable. Non, pas irresponsable, c'est comme... Parce qu'on ne veut pas porter la responsabilité. C'est comme fuir sa responsabilité. Voilà, c'est comme peut-être ce fuir que je sa voulais dire. responsabilité. Voilà. Moi, si on me pose la question, avant peut-être d'aller, peut-être en 90, comme David l'a fait tout à l'heure, mais si on veut parler de ce sujet-là, si on remontait un peu en 2017, ceux-là qui ont détruit même l'opposition ces 4 dernières années, c'est Tchikpi Atchadam et Jean-Pierre Fabre. Pourquoi? Nous, on veut mieux comprendre. Tchikpi Atchadam et Jean-Pierre Fabre, parce que vous imaginez que quand Tchikpi Atchadam a émergé, c'est à partir de ce moment que le régime s'est renforcé. Le régime s'est renforcé juste après le 19 août. Il y a eu des conventions, comment on les appelle? On a créé MJE, après on a créé Comité des sages, après on a créé Mouvement des femmes de Unis. Le régime a vu toutes les brèches, le régime au pouvoir s'est renforcé en même temps. Et ce qui a suivi, ce sont les bourdes de la C14. La C14 a boycotté et le recensement pour aller au législatif en 2018. Oui. Il a boycotté. Il y a des présidents qui sont intervenus. Le président ghanéen, le président guinéen, Alpha Condé, qui ont supplié, Nana Akufo-Addo, qui ont supplié en quelque sorte les Jean-Pierre Fabre. Allez vous faire recenser, demandez à vos militants d'aller vous faire recenser. Ils ont refusé. Regardez encore, en juin 2010, non, en décembre, on dit allez aux législatives. Ils ont dit non, on ne va pas aux législatives, il n'y aura pas d'élection. On va utiliser tous les moyens légaux pour bloquer, pour empêcher les élections législatives. Il y a eu les élections législatives. Il y a eu les élections législatives. Ces élections sont passées sans eux. C'est à partir de ce moment que les Jean-Pierre Fabre ont commencé par disparaître de la scène. Et ce sont ces attitudes-là, ces attitudes extrémistes qui ont beaucoup plus détruit l'opposition. Mais Jean-Pierre Fabre voudrait qu'on le rappelle encore ceci, en 2014, où on parlait de réforme constitutionnelle. Regardez, on parle de réforme constitutionnelle. À l'époque, il y avait ce slogan-là, pas de réforme, pas d'élection. Mais on n'avait pas encore fait les réformes. Jean-Pierre Fabre a été le premier candidat à aller déposer sa candidature à la CENI. Vous oubliez. Est-ce qu'il oublie ceci? Il y a eu contradiction. Il y a eu contradiction. C'est là où il dit, on peut faire. C'est un journaliste qui lui pose la question. Donc c'est une chose et son contraire. Il dit, on peut faire une chose et son contraire. Et cette vidéo-là circule régulièrement sur les réseaux sociaux. Autre chose, au moment où les ambassadeurs, peut-être à l'époque, il y avait les maîtres de Guy, les Agboumé, on dit maintenant, nous sommes en 2000, nous ne sommes pas encore en 2015. Maintenant, faisons tout pour organiser, pour faire les réformes, pour que les 2 prochains mandats, Force Gnassingbé puisse les faire, et puis en 2020, qu'il quitte le pouvoir. Jean-Pierre Fabre et son ANC ont été les premiers, ou ceux-là qui se sont opposés à cette forme ou à cette manière de voir les choses à l'époque. C'est pour cela qu'on n'a pas pu faire les réformes avant 2015. Donc je ne peux pas... Le vieux Podjuro, lui, il est fatigué, et c'est aussi sa manière de voir les choses. Et puis on l'a vu en 2020. En 2020, plus en 2020. Oui, en 2020. Mais regardez, quand vous voyez tout ce que je viens de citer, vous voyez ce que Podjuro est là-bas. Ceux-là qui ont détruit l'opposition, surtout ces dernières années, si on veut les citer, il y aura le nom Jean-Pierre Fabre. Ce n'est pas Monseigneur Podjuro. Quand lui, il était là, qu'est-ce qu'il a pu faire pour l'opposition? Quand Podjuro n'était pas là, qu'est-ce qu'il a pu faire? David a parlé de Reliquat tout à l'heure. Du son bilan, quand il a été chef de file de l'opposition pendant 5 ans, qu'est-ce qu'il a pu faire pour l'opposition togolaise? Au contraire, il a contribué beaucoup plus, d'une manière ou d'une autre, peut-être consciemment ou inconsciemment, à renforcer le régime. Il a passé toutes ces années à dire non à tout. Et aujourd'hui, on en est où? Et c'est pas l'histoire de maire, il va être maire aujourd'hui et il va dire que c'est moi, c'est un Podjuro qui a détruit l'opposition togolaise. Est-ce que moi-même, sa situation de maire, est-ce que lui-même trouve ça confortable? Peut-être il aurait été beaucoup plus cohérent des années plus tôt. Il ne serait pas à ce niveau aujourd'hui. Arrête, David, tu vas me faire rire. Non, en tout cas, il faut dire que ce sont des conflits qui consolident le pouvoir en place et qui n'arrangent pas forcément l'opposition togolaise. Non, mais c'est clair, qui est fou? Moi, je serais à la place de unir, je laisse les choses se passer comme ça. Ouais. Et puis je tire le drap vers moi, je profite de la situation. C'est comme ça. Vous allez au Bénin aujourd'hui, Talon, il est en train de profiter de la situation. Vous allez en Côte d'Ivoire, Ouattara est en train de profiter de la situation. C'est comme ça. À partir du moment où l'opposition est en train de se déchirer en interne, ben moi, au pouvoir, je suis serein et j'avance. La preuve, l'unir avance. Ouais.
Ils avancent tous les jours et le chef de l'État, il est à Paris actuellement. Et donc, voilà, ils n'ont rien à faire avec l'opposition qui n'est pas responsable, qui se tire entre eux là-bas en interne. Aujourd'hui, le Togo n'a plus d'opposition. Allez chercher les opposants, vous n'en verrez pas. Vous n'en verrez pas. Ils sont tués entre griffes parfois. Ils se sont tués pour des conflits d'intérêts, pour leur ego surdimensionné. On a l'impression que le chef de file de l'opposition même, les gens veulent ce statut. Hein, oui, parce que ça profite. Il y a des intérêts, il y a des avantages. Quand vous êtes chef de file de l'opposition, vous êtes compté parmi les personnalités de ce pays. Vous avez des avantages. Vous ne voyagez pas comme moi en classe économique. Vous voyagez en classe affaires. D'où la bataille. Vous avez des avantages. Et donc, il y a aussi cette grosse déception des militants de l'opposition. Personne ne croit plus en ses opposants, même dans leur propre famille politique. La preuve, il y a une fronde qui est menée contre la ligne politique actuelle de l'ANC. Pas des militants qui ont écrit à la présidence du parti pour demander... On parle de la diaspora. Voilà. Et donc aujourd'hui, aucune formation politique de l'opposition ne pourrait plus mobiliser. Ils ne pourront plus, il n'y en a plus. Quand Fimet disait que Tikpi aussi est responsable, je dis non. Tikpi a eu la présence d'esprit de venir réveiller les Togolais qui dormaient en 2017. Il a fait ce qu'il pouvait. C'est pour avoir laissé la suite du combat dans les mains de Jean-Pierre Fabre que ces résultats... C'est son erreur. Que ces résultats sont arrivés aujourd'hui. Quand il dit, excusez-moi David, quand Tikpi disait, grand frère, prenez le devant, mais grand frère prenez le devant, et regardez la suite que nous avons. Et aussi, il faut comprendre que ça va dans l'intérêt du parti au pouvoir. Oui, effectivement. C'est tout à fait normal. Aujourd'hui, UNIR dort tranquillement. Ils n'ont plus de répondants. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Et voilà, aujourd'hui, c'est le Covid qui est arrivé. On pense plus à comment gérer cette crise-là que d'aller sacrifier encore un peu de temps à cette opposition qui n'est responsable dans aucun domaine. Les élections régionales vont avoir lieu. Si l'opposition veut, elle y va. Si elle ne veut pas, le gouvernement va organiser les élections régionales. Point barre. Il y a tellement de déceptions quand vous les alignez, vous quitterez ce studio pour vous traverserez même la frontière de Saint-Cassé, vous ne pourrez pas encore finir. De la grosse déception dans laquelle l'opposition togolaise a entraîné ses militants. Et donc on arrête de dire que c'est Podro qui a détruit l'opposition togolaise. Je dis non, Jean-Pierre Fabre a oublié très tôt cette guerre qu'il a menée contre l'UFC. Voilà. Jean-Pierre Fabre a oublié cette guerre qu'il a menée contre le CA, contre la CDPA et toutes les autres formations politiques. Jean-Pierre Fabre a oublié qu'il a dit sans lui personne. C'est-à-dire que tout doit tourner autour de lui. En 2015, en 2010, il était là. En 2015, en 2010, il était là. En 2015, il était là. Qu'est-ce que ça a apporté? 2020, il était encore là. Ouais. Qu'est-ce que ça a apporté? Quand ils étaient à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'ils ont apporté aux Togolais? Quand il était chef de file de l'opposition, qu'est-ce qu'il a fait? Aujourd'hui, il faut se remettre en cause. Et il faut qu'il ait l'honnêteté de le reconnaître. L'échec est collégial. Ouais. Ce n'est pas quelqu'un qui est sorti, encore un vieux prélat, qui est sorti en 2020 pour venir détruire quoi que ce soit. Cette opposition, elle était détruite depuis très longtemps. Aujourd'hui, les militants de l'opposition qui seront honnêtes vous diront les yeux dans les yeux, oui, nos leaders n'ont pas été à la hauteur de la confiance qu'on avait placée en disant que tous les malheurs possibles qui arrivent à l'opposition togolaise, ça vient de Monseigneur Podro. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est fuir également ses responsabilités. David l'a dit. David l'a dit, il faut se remettre en cause. Oui, c'est ce que Jean-Pierre Fabre refuse de faire. En réalité, si on veut voir, c'est lui qui a été en réalité le leader, entre guillemets, charismatique de l'opposition ces 10 dernières années. Personne ne peut dire le contraire. Le lui refuser, c'est lui. Mais si l'opposition aujourd'hui dans cette posture, c'est lui le premier responsable. Il doit se remettre en cause, il doit se dire qu'est-ce qui n'a pas marché. Jean-Pierre Fabre n'a pas été à la hauteur de ses responsabilités. Jean-Pierre Fabre, c'est lui, c'est lui. Sans lui, plus rien. Sans lui, c'est le déluge. Lui, il a mené une guerre contre le CA. Il a mené une guerre contre l'UFC. C'est l'UFC d'abord.
Oui, contre l'UFC en 2010. Même contre, je pense que même contre... Le PNP. Le PNP, contre le PNP à l'époque. Contre le PNP à l'époque. Pourquoi Tchika Tchedama ne participait plus aux autres réunions de la C14 à l'époque? Il a juste participé à 2 ou à 3 réunions. Pourquoi après? Non, parce qu'il avait rencontré beaucoup de choses, il y avait assez d'obstacles face à lui. Regardez, mais Jean-Pierre Fabre doit savoir que il a déjà plus de 60 ans. Il est né en 1952. Je veux dire, il a 69 ans cette année. L'année prochaine, il aura 70 ans. Après à 69 ans, on est mère. C'est bizarre, mais vous imaginez, associé à 69 ans, on peut devenir mère. Et ne pas se remettre en cause. Moi, je dis que c'est grave pour la politique togolaise. Jean-Pierre Fabre, en réalité, il doit cesser ces discours-là. Et jouer aujourd'hui le rôle de conciliateur. Aider surtout la jeunesse à émerger sur le plan opposition et savoir parler aux gens, que de remettre, que de fuir ses responsabilités. Jean-Pierre est en train de fuir ses responsabilités. Il doit savoir que ce qui arrive au Togolais aujourd'hui, ceux-là, parmi ceux-là qui ont détruit l'opposition, il en fait partie. Il est en tête. Il est le premier même. Ceux-là qui ont contribué à détruire l'opposition, Jean-Pierre Fabre est le premier sur la liste. Ils sont nombreux depuis 1990. Aujourd'hui, sur les 10 dernières années, Jean-Pierre Fabre est le premier sur la liste. Maintenant, il faut une nouvelle opposition. Comment ça va se faire? Il faut d'abord une thérapie de choc. Il faut que certains comprennent qu'ils n'ont rien valu au devant de la scène. Ils n'ont rien valu et qu'ils vident le plancher. Oui. Il y en a qui l'ont compris. Ils sont partis. Le professeur, l'ancien président de la CDPA, là, il est parti. Idem Kodo, il est parti. Agboibo est parti, il est revenu. Aujourd'hui, il est décédé. Tant mieux. Gilles-Christ Olympio, il est fatigué, il est malade, quelque part là-bas à Paris, où il n'est plus là. En tout cas, il faut que cette vieille génération-là, les Jean-Pierre Fabre, les Aimé Goguet, tout ça, il faut qu'ils vident le plancher. C'est ça le charme aussi de la démocratie. Quand vous arrivez après 10 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans de combat et que vous n'êtes pas capable de produire un résultat qui fera de vous votre bilan, cédez le plancher, donnez la chance à une nouvelle équipe, à la jeune génération pour venir, parce qu'au sein de ces formations politiques, il y a des compétences. Il y a des jeunes qui sont prêts aujourd'hui à prendre la relève, à assurer cette relève-là. Mais ils n'en veulent pas. Et donc, tout est stagné. Ils sont éternels. Les résultats tardent à venir. Les gens sont démotivés. Leurs militants sont tous démotivés, découragés. Ils sont à la recherche de ce Messie qui viendra peut-être booster encore ce souffle, comme l'avait fait peut-être Tikwi en 2017, ou alors comme l'avait fait peut-être Gilles-Christ Olympio dans les années 90-2000, ou comme l'avait fait également Jean-Pierre Fabre. Donc il faut ce nouveau souffle-là. Et donc ces militants sont à la recherche de ce nouveau souffle. À partir du moment où ces vieux-là refusent de partir et décident de s'accrocher encore à ce combat, rien n'avancera. Et ils resteront là où ils sont. Voilà, à faire juste une minute. Regardez, ils sont de la stagnation. 69 ans, après 70 ans. Il n'est plus compétitif. Il n'est plus compétitif. A dit quelle énergie il a encore. C'est-à-dire, si on donne la possibilité à d'autres jeunes, ils seront beaucoup plus compétitifs, ils auront beaucoup plus d'énergie. Vous imaginez, il y a une analyse banale en 2 secondes que je vais faire. Vous imaginez, le président de l'UFC aujourd'hui, c'est qui? Le président de l'UFC, c'est qui? Gilles-Christ Olympio. Vous imaginez? Ça veut dire, depuis des années, quand nous, on était gamins, Gilles-Christ Olympio était le président de l'UFC. Jusqu'à présent, président de l'UFC. Il a été une fois candidat à une élection présidentielle en 98. Mais le président de l'ANC aujourd'hui, c'est qui? C'est Jean-Pierre Fabre. L'ANC a été créé en 2010. Ça fait déjà plus de 10 ans. Jean-Pierre Fabre reste toujours le président de cette ANC. Mais il a déjà été 2 fois candidat à une élection présidentielle. Mais vous allez à une élection présidentielle, vous perdez. Vous allez encore, vous perdez. Et puis, les militants le gardent encore à la tête de ce parti-là. Ben, il faut qu'on organise un congrès. Ben, il faut signer. Et puis, qu'on lui dise, monsieur, vous avez vraiment servi le pays, vous avez été un bon démocrate, merci, nous vous remercions, nous allons choisir notre candidat. Allez, au moins pour l'ANC, c'est bon. Au cas, le président, il est mort, ils ne sont pas capables d'organiser un congrès pour le remplacer, ils attendent de l'enterrer d'abord. C'est absurde. Agboibo, il est mort depuis plus d'1 an, ils attendent les militants. Non, parce que c'est lui qu'il faut toujours lui garder cette place-là, parce qu'ils ont peur. Hein. En tout cas, nous, on vous garde. Firmin Teko Agbo, journaliste, chroniqueur politique, et David Baini Diagbavi, maintenant bien prononcé. Hein. On vous garde toujours pour les émissions à venir à New World TV et vous êtes toujours là
pour nous booster dans cette émission. Nous vous disons infiniment merci. Merci également à vous, chers amis, chers téléspectateurs, pour votre confiance toujours renouvelée. On se retrouve la prochaine fois, toujours avec le même plaisir. Très bonne suite de nos programmes.